Nous aurions très bien pu faire un film sur les îles Comores et lui donner le titre ronflant de Merveilleuses îles Comores et montrer comment cet incroyable archipel se distingue de tout ce que l'on peut connaître au monde. Ce serait beau, charmant et surtout pas compromettant. Mais ce serait être vraiment aveugle que de s'arrêter là. Car ce qui se passe sur le plan politique et social dans cette nouvelle nation mérite la plus grande attention. La République des Comores constitue en effet la plus jeune nation révolutionnaire du monde. La plus jeune d'abord sur le plan historique, puisque le 3 août 1975, le président Ali Swahili prenait pacifiquement le pouvoir, mettant fin à 130 ans de colonisation française. La plus jeune aussi sur le plan politique, puisque la nouvelle constitution donne le droit de vote aux jeunes Comoriens dès l'âge de 14 ans, ce qui ne s'était encore jamais vu nulle part. Une nation donc qui mise sur son potentiel le plus sûr, celui de sa jeunesse. Une jeunesse pleine d'enthousiasme, prête à s'engager à fond pour se débarrasser de ce que l'on pourrait appeler sans crainte les séquelles du colonialisme français. Une jeunesse révolutionnaire qui dirige aujourd'hui vraiment le pays et donne le pas. Un pas qu'il lui faudra elle-même contrôler avec l'aide précieuse du président Ali Swahili, jeune ingénieur agronome, qui ne lésine pas lui non plus en énergie à dépenser. Durant notre passage aux îles Comores, cet homme était partout, allant d'île en île, de congrès d'agriculteurs en congrès d'agriculteurs, passant des journées complètes à expliquer ce qu'est la nouvelle constitution comorienne et ce que sont les nouvelles réformes. Les réformes agraires, sociales, administratives, scolaires, culturelles. Oh, viva! Viva Comoro! Oraro ngiary moa izy trendro arabozy atarikondry eny jiato reo ny injia mba vanily tsy fonga anjiana io. Donnant des cours aussi aux élèves des classes terminales qui, quant à eux, devront offrir 2 ans de leur vie au peuple comorien en travaillant dans un service social spécialement créé pour éduquer et informer les 300 000 habitants répartis sur les 4 îles de l'archipel des Comores. Mais il est temps de vous décrire ce pays que l'on appelle aussi l'archipel des parfums. Car les Comores, c'est d'abord et avant tout les fleurs, le pays où l'on fabrique l'essence de parfum. C'est le pays aussi du copra, c'est-à-dire des noix de coco. La situation géographique des Comores, eh bien, prenez l'avion en direction de Madagascar et passez au-dessus du Mozambique, en Afrique orientale, et posez-vous à Moroni, capitale de l'archipel des Comores. Nous sommes à plus de 20 heures d'avion de Montréal, bien au-dessous de l'équateur, au beau milieu du canal du Mozambique, sur la route des pétroliers, les plus gros, ceux qui reviennent tout droit d'Arabie Saoudite, si gros qu'ils ne peuvent plus passer par le canal de Suez. On a tout de suite compris, quand on a parlé du pétrole, de l'importance que peut avoir l'archipel des Comores pour l'Occident. Rijue
Les voici les Catherine, date de sa dernière éruption, qui fit plus de 20 000 sinistrés. Mohéli, la plus petite des îles, la moins accidentée, la moins peuplée aussi, avec ses îles, sur cette carte, 15 000 habitants. Anjouan, la plus sauvage, la plus montagneuse, la plus arrosée, la plus riche en agriculture, compte 125 000 habitants. Et enfin Mayotte, avec 25 000 habitants, que la France a décidé de garder illégalement, malgré les résultats éclatants d'un référendum en faveur de l'indépendance globale des Comores, prétextant que seule l'île de Mayotte avait voté contre cette indépendance. L'archipel des Comores est un et indivisible, dit en préambule le petit livre rouge de la Constitution des Comores. Mais la Constitution comorienne garantit bien d'autres aspects de la nouvelle société. Et en particulier, comme le dit le frère président Ali Souali, sa solidarité envers tous les peuples en lutte contre le racisme et l'oppression. Son attachement aux valeurs authentiques de la religion islamique, valeurs qui impliquent la lutte contre l'exploitation de l'ignorance et de la crédulité par le charlatanisme. Le charlatanisme, symbole d'un passé qui pèse lourd sur tout un peuple qui cherche sa nouvelle voie. L'histoire des Comores, c'est un peu l'histoire mouvementée d'une succession de sultans qui se disputaient des pouvoirs, des privilèges et des territoires. Arabisés depuis longtemps, on pense malgré tout que ce sont les Chiraziens, venus d'Iran, qui ont islamisé les îles Comores. Si aujourd'hui les Comores sont situées sur la route du pétrole, autrefois, vers le XVIIIe siècle, c'était d'abord et avant tout la route des Indes, c'est-à-dire la route des épices, fréquentée par les Portugais, les Anglais, les Hollandais et bien sûr les Français, qui d'ailleurs en 1841 négocient l'île de Mayotte à un sultan. En 1886, les trois îles sont placées sous protectorat français par les sultans qui voulaient se protéger des envahisseurs venus d'Afrique orientale. En 1912, les 4 îles deviennent colonies françaises, mais c'est une formalité. C'est en 1975 que les Comores obtiennent leur indépendance, à l'exception donc de l'île de Mayotte. Mais qu'est-ce que les Français ont fait aux îles Comores pendant 130 ans? Eh bien d'abord, ils ont colonisé, c'est-à-dire exploité à sens unique et pour leur profit seulement tout le pays. La République des Comores fait donc aujourd'hui sa révolution presque tranquille. Écoutons les réflexions successives de 5 Comoriens ayant des responsabilités différentes dans ce pays. Ils expliquent pourquoi, au fond, les Comores ont voulu changer quelque chose. Nous étions en esclavage. Nous avons la France qui était dans notre pays et qui vivait à son aise et que nous, les Comoriens, on n'avait pas ni la voix ou la population elle-même est à 90% de travailleurs, surtout laboureurs ou de cultivateurs. Il était inconcevable de voir un pays qui puisse vivre avec des lois françaises. Loi qui était faite à Paris. Une loi qui était faite à Paris sans la consultation du Comorien. Le Comorien était obligé de suivre cette loi parce que pour nous c'était une loi imposée. On apprenait l'histoire de France, on apprenait aux enfants que nos ancêtres sont les Gaulois, etc. etc. Alors que les petits devraient quand même apprendre l'histoire de leur pays avant d'aller plus loin. Les Comores ont vécu pendant toute la période coloniale dans un état d'isolement total en tant qu'insulaire. Et le gouvernement de l'État français n'a rien fait pour faire des Comores un pays qui soit connu, ayant des relations. Les paysans étaient toujours menacés. Les paysans payaient les impôts pour la ville, pour le colon. Donc en tant
étant un fils du paysan, je n'arrivais pas à avaler cet état des choses, bien que je m'étais préparé à lutter contre la ville, à lutter contre le colonialisme. Dans le temps, c'est-à-dire jusqu'en 1974, le pêcheur comorien était complètement mis au banc de la société. C'est-à-dire qu'il ne pouvait absolument pas être intégré, il était en quelque sorte comme un genre hors la loi. Il ne pouvait pas faire partie de quoi que ce soit et il ne pouvait même pas disposer de sa propre pêche. Aucun peuple au monde n'accepte de vivre dans l'asservissement indéfiniment. Et on ne construit pas un peuple, on ne construit pas un pays, une nation, surtout un pays en 24 heures. Viva Comoro, Wangwa. Le gouvernement veut donner le pouvoir à la jeunesse comorienne. Alors, pour un personnage comme vous, qui êtes une personne d'une autre génération, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que du bien pour moi, parce que je crois qu'avant que le gouvernement ou le pouvoir a donné le pouvoir à la jeunesse, je l'ai voulu avant. Vous le vouliez déjà? Je le voulais déjà. Je le voulais parce que dans un pays comme le nôtre, nous, à notre âge, nous avons hérité certaines habitudes, certaines façons de vie, certaines considérations. Il faut mettre à bas toute l'administration que nous avons héritée et organiser une administration qui soit auprès du peuple. Alors, de là, il faut commencer d'abord l'administration à partir du village. C'est là que sont les moudirias. Donnez-moi la définition d'une moudiria. Un village doit comprendre au moins 100 habitants. Une moudiria doit comprendre au moins 3000 habitants. La réforme agraire est liée avant tout à la création de la moudiria. Pouvez-vous me parler de la structure de la moudiria et de son influence sur les changements de la vie du paysan? Si vous voulez, la moudiria représente au niveau d'une unité l'administration, si vous voulez, décentralisée, oui, qui comprendra toutes les formes d'administration et en particulier la représentation du ministère de la Production. Dans ce cas-là, le moudiria consistera en des magasins de stockage de produits et des points de vente où les paysans viendront vendre leurs produits qui leur seront payés tout de suite. Et je pense que là, c'est une réforme qui porte directement sur le paysan dans la mesure où le paysan est payé directement sur place. Puisque dans l'ancien système, si vous voulez, il était obligé de venir sur Moroni avec le coût de transport et tout. Il n'était pas sûr encore d'avoir le paiement de ses produits. La moudiria, c'est vraiment la révolution pour le paysan comorien. Autrefois complètement isolés dans les montagnes, les villageois n'avaient aucun contact avec les villes. Pour vendre leurs produits ou acheter des biens de première nécessité, ils devaient partir à pied, à 1 ou 2 journées de marche. Le voyage coûtait cher, et si quelqu'un était malade, c'était la même chose. Il fallait aller absolument à la ville. Aujourd'hui, la moudiria représente un véritable centre social, administratif et commercial à la portée de tous. Elle est située de manière à rejoindre environ 3000 personnes, c'est-à-dire 4 ou 5 villages à la fois. La moudiria, c'est donc un outil de base révolutionnaire pour les paysans qui d'ailleurs se sont organisés pour les construire eux-mêmes. Autrefois, le paysan, il travaillait pour survivre. C'est une obligation. Actuellement, je crois que l'homme a compris qu'il faut qu'il travaille pour d'abord vivre et faire vivre le camarade à côté. Et nous avons actuellement beaucoup de chantiers dans le pays qui sont montés et travaillés par la volonté du peuple. L'administration, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne les moyens matériels, le reste c'est la population. Par exemple, dans la moudiria qu'on a filmée, les gens sont volontaires. Sont volontaires. Ils partent
partout. Dans les 20 moudrias que vous voyez, l'administration n'a pas payé 1 franc, sauf les spécialisés, les ouvriers spécialisés, une dizaine ou 5. Tout le reste, c'est la main-d'œuvre populaire et volontaire. Ce sont des gens qui ont compris pourquoi on construisait la montagne.